Bonjour, bienvenue sur Culture pour cette deuxième partie de la sélection BD de janvier et février. Encore une quinzaine de titres à vous présenter, de très très bons titres. Et puis, bien sûr, le résultat du concours La Bête avec le tirage au sort dans le chapeau. Et puis, un autre concours pour faire gagner le Fauve d'Or d'Angoulême 2024. Voilà, plein de bonnes choses et bien sûr, la BD du mois. Allez, on commence tout de suite cette superbe suite de la sélection avec Saint-Elme, cinquième et dernier tome de ce polar matinée de fantastique de Serge Lehmann et Frédéric Peters chez Delcourt. Alors ça y est, Saint-Elme se conclut, cette enquête dans vraiment une ville très étrange, très inspirée de Twin Peaks, avec des mafieux russes qui essayent de prendre le contrôle de cette ville, des personnages plus barrés les uns que les autres, aux frontières de l'étrange, avec une personne qui voit des fantômes, des inspecteurs qui reviennent d'entre les morts, un personnage qui se transforme plus ou moins en loup-garou. Bref, voilà, c'est très étrange et on pouvait se demander où ça allait nous mener, Saint-Elme. Est-ce que ça allait finir quelque part? Eh bien oui, les fils se dénouent jusqu'à une bataille effectivement finale, les Thermopyles, en référence à la bataille bien connue. Et effectivement, voilà, ce dessin très en couleur, très saturé, c'est un parti pris, mais ça fonctionne. À l'arrivée, on se dit que Saint-Elme, c'est quand même une BD très agréable à lire. Les 5 tomes valent le coup. Et voilà, on se dit que finalement, c'est vraiment ça le truc, c'est un polar fantastique, voilà, aux frontières du fantastique, assez original. Donc voilà, c'est fini, Saint-Elme. Moi, j'ai beaucoup aimé. On continue avec À mourir entre les bras de ma nourrice de Marc Essersal, Henri Scala et Raphaël Pavard chez Glénat, un one-shot dans un univers urbain. Voilà, on est dans les tours, ça doit être en France, avec une jeune femme qui s'appelle Fatoumata, qui est mère de famille, avec des enfants, seule, qui essaye de se débrouiller en faisant des ménages. Voilà, elle galère, elle est au milieu, elle vit dans la cité, et bien sûr, elle va être malheureusement approchée par des voyous qui la voient comme quelqu'un de une faible victime dont il pourrait se servir pour cacher de la drogue, des armes, de l'argent dans son appartement, une nourrice donc, mais les policiers vont découvrir le poteau rose, vont le mettre sous filature, et donc la pauvre Fatoumata va essayer de s'en sortir entre les voyous, les policiers, voilà, et la difficulté de vivre de son quotidien très compliqué. Elle va essayer de filer entre les lignes, et le dessin est très sympa, les personnages sont bien fait. On a beaucoup de plaisir à lire cette histoire très contemporaine. Ouais, très intéressant. Un bon tome chez Glénat. Ensuite, on continue, là ce coup-ci on part dans de la fantaisie, les Chroniques d'Atlantide, j'avais bien aimé le premier tome, le Miroir Noir, c'est le deuxième tome de Stefano Martino chez Glénat. C'est ce qui m'avait bien plu dans ce premier tome, c'était en particulier la qualité du dessin de Stefano Martino. Eh bien, ça se confirme dans ce deuxième tome. On a affaire à de la fantaisie, voilà, plutôt classique, une histoire entre deux frères amoureux de la même femme, un univers de l'Atlantide avec des temples et des statues un peu oubliées, des ruines. Moi, j'aime bien cet univers-là. Et surtout, ce qui transparaît au fur et à mesure de plus en plus, c'est cet hommage finalement au dessin de Frank Frazetta. Et Frank Frazetta, c'est une référence ultime en matière de dessinateur de fantasy. Et donc, du coup, voilà, ces personnages très musclés, ces femmes pulpeuses, on est un peu dans cet hommage-là. Et voilà, c'est très maîtrisé. Moi, j'aime beaucoup le dessin et j'ai envie de continuer à suivre ces aventures. Euh, le scénario est assez classique, mais du plaisir à voir les dessins de Stefano Martino. Continue avec, dans la collection Air Libre, qui est une super collection, je vous le dis à chaque fois, chez Dupuis, hein, c'est Air Libre. C'est Steve Cusor qui adapte le livre de Stephen Crane. Alors, le livre s'appelle The Red Badge of Courage. C'est un classique de la littérature américaine, le combat d'Henry Fleming. The Red Badge of Courage, qui raconte ce roman, la guerre de sécession,
Et en particulier, c'était un des premiers romans à montrer les militaires et la peur du soldat, voilà, arrêter de nous montrer toujours l'héroïsme de la guerre et de ces héros, et de nous montrer là l'envers du décor, avec des soldats qui ont peur, qui doutent, de jeunes recrues qui voilà, sont de la chair à canon et qui ont peur et qui finissent par s'enfuir des combats. Donc voilà, c'est vraiment avec des couleurs monochromes, voilà, pour essayer de se recentrer sur le dessin et l'émotion. Et franchement, les personnages sont très bien faits, c'est très bien dessiné, très lisible. Et voilà, toute l'horreur de la guerre et de ces jeunes recrues. Voilà, on suit ça avec beaucoup de plaisir. C'est une très très bonne collection de toute façon, air libre, et on n'est jamais déçu. Si ça vous intéresse, ce style, avec à la fin un petit article sur cette publication de 1895 de Stephen Crane, ce roman qui est son seul vrai coup d'éclat. Il a une vie assez courte, le pauvre. Donc ça, très intéressant pour la guerre de sécession. Ensuite, on arrive au Fauve d'or d'Angoulême de cette année, Monica de Daniel Clowes chez Delcourt. Donc c'est le livre que je vous propose de gagner. Vous mettez un commentaire en dessous de cette vidéo en me disant que vous participez au concours Monica et je fais le tirage au sort dans la prochaine vidéo BD. Alors Monica, ça parle de quoi? Ça parle... c'est un pitch très difficile à résumer. On commence, on a un peu une image de l'évolution de l'homme. On a des couleurs très flashy, un peu années 70, voilà, on est années 80, dans le fluo, dans le flashy. Et on se retrouve avec des guerriers pendant la guerre, des soldats justement pendant la guerre du Vietnam. Et c'est les états d'âme de ce soldat. Puis, on va passer dans différentes petites histoires, des scènes courtes, mais qui vont toujours avoir un lien, puisque dans le premier, c'était le soldat. Là, c'est la femme du soldat. Il pense à sa femme, mais sa femme est en train de s'envoyer en l'air avec un autre Jules pendant qu'il est au combat. Puis, cette femme va tomber enceinte, et ainsi de suite. On va suivre la vie de différents protagonistes jusqu'à arriver à cette jeune Monica et sa vie assez compliquée. Les personnages sont vraiment très très bien faits. C'est hyper original, on y croit, c'est des tranches de vie en fait, avec des personnages hauts en couleur. Ça n'hésite pas à plonger un peu dans limite le fantastique, voilà, avec des personnages avec des sectes, des espèces de gourous, des phénomènes un peu étranges. Elle finit par entendre son grand-père parler dans un transistor alors qu'il est mort. Voilà, mais c'est toujours bien raconté. On a toujours envie de suivre la suite et d'y croire. Et le destin de cette Monica est pas mal du tout, avec voilà, ses réussites, ses échecs, ces personnages incroyables qu'elle va rencontrer jusqu'à la fin de sa vie. Donc franchement, je comprends pourquoi ça a plu, ça a cartonné, parce que finalement, on part de l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand dans ces histoires un peu abracadabrantesques, mais qui tiennent la route, de Daniel Clowes, avec un dessin très sympa. Et j'ai beaucoup aimé Monica, c'est très original pour ceux qui voilà, sortent des sentiers battus. Ensuite, chez Delcourt, l'adaptation de Dune officielle du film. Il y a déjà eu pas mal de comics dans l'univers de Dune, je vous avais présenté. Et là, on est chez Delcourt avec Lila Sturge et Drew Johnson, qui nous font ni plus ni moins que le copier-coller du film, en fait. Donc là, c'est vraiment pour les fanas du premier opus de Denis Villeneuve, voilà, qui voudrait une transposition bien dessinée et très fidèle de ce premier film. Là, on est quasiment image par image, scène par scène du film. Voilà. Donc, par contre, bonne couleur, bon dessin. Voilà, c'est pour les fans du film, dont le deuxième opus va sortir très bientôt, là, fin février. Et j'irai le voir avec plaisir. Et j'espère que, du coup, on pourra juger de ce premier et de ce deuxième opus. Voilà, le premier opus a laissé certaines personnes sur leur faim, mais peut-être qu'avec la fin de ce film, on aura un avis définitif sur cette œuvre. Voilà, moi j'aime beaucoup les romans de Frank Herbert.
Ensuite, on continue avec de la fantasy dans le monde d'Aran, tome 3, La bataille de Torun de Jari Duarte Yerofieva et Nanjan chez Soleil. Alors voilà, le monde d'Aran avec les mages, les nains, les séries elfes, les séries orques, les autres séries qu'il peut y avoir, il y en a tout plein. Ils ont fait vraiment un univers très vaste. C'est assez difficile d'avoir toutes les BD. Et je trouve que c'est pas mal, du coup, parce que Guerre d'Arande, c'est le crossover un peu de toutes ces séries où ils mélangent des personnages qui ont déjà été dans d'autres aventures, qui reviennent et qui se mélangent pour lutter dans une guerre entre les hommes les races magiques, on va dire. Et du coup, ces races vont essayer de s'entraider pour survivre. Généralement, ces tomes finissent par des grandes batailles. Ce que j'aime moins dans ce genre de série, c'est le changement de dessinateur entre les tomes. Voilà, bon, après, ça se remarque pas trop là, parce que c'est quand même assez proche. Mais voilà, moi j'aime bien quand c'est le même dessinateur. C'est pour ça que parfois j'ai du mal avec les comics quand ça change pas mal de dessinateurs, même au sein d'un même tome. Ici, on est dans le sud du monde d'Aran, du coup, avec un gobelin voleur qui va voilà, s'emparer d'une couronne et faire alliance pendant cette histoire avec un elfe, voilà, un elfe. Puis ils vont rejoindre la forêt de Torun pour une grande bataille. Voilà, donc c'est de la fantaisie, on voyage, il y a plein d'endroits et plein de créatures, plein de lieux, on a plaisir à se balader dans ce monde qui est devenu vraiment très riche. Et à chaque fois, il y a une bataille finale qui envoie. Donc voilà, franchement, c'est de la bonne fantaisie. Et dans cet univers d'Aran, c'est plutôt une bonne pioche que ce Guerre d'Aran. Ensuite, pour ceux qui aiment un petit peu les BD un peu plus humoristiques, Le Meunier Hurlant de Nicolas Dumontet, qui adapte le roman de Arto Passalina, c'est l'auteur du Nord. Et en fait, on est en Finlande et on se retrouve avec un dessin en noir et blanc, un peu sépia, euh, où on retrouve un meunier qui s'appelle Nanar, qui débarque au village pour reprendre le moulin abandonné. Et ce meunier, eh bien, il se retrouve, on va découvrir au fur et à mesure des pages qu'il est complètement fou, allumé. Il passe son temps à faire des cris de bêtes différents. Il est très original, un peu incontrôlable. Et le petit village habitué à son calme habituel va être très vite perturbé par ce meunier qui va leur en faire voir de toutes les couleurs. Du coup, ils décident pour leur tranquillité de le faire partir et de l'interner, de le chasser, mais ça va pas se passer comme ça. Le meunier va pas se laisser faire. Donc voilà, ça fait un peu penser au dessin. Moi, quand j'étais jeune, je lisais les pieds nickelés, des choses comme ça. Plutôt des dessins assez humoristiques, avec des sacrés punchlines, voilà, des dialogues assez rigolos. Franchement, on a plaisir, c'est plutôt rigolo à suivre ces aventures. C'est bien dessiné, et voilà, c'est plutôt une bonne BD pour ceux qui aiment un peu le côté un peu humoristique. Alors là, par contre, on plonge pas du tout dans le rigolo, puisque c'est du noir et du sombre et du dur. Fromental adapte Simon avec au dessin Isler. La neige était sale chez Dargaud. Là, on a un des romans de Simon, c'est le fameux roman dur de Simon, puisque Maigret c'était un peu moins. Là, c'est vraiment hyper cynique, hyper noir. On est dans un pays qui est un peu imaginaire. Le pays n'est pas donné, mais c'est un peu sous l'occupation, avec, bon, ça fait penser à l'Allemagne voilà, nazie, et puis l'occupation, ces gens, il y a comme une Gestapo qui est là, qui règne. Et puis on a un personnage qui a 18 ou 19 ans, qui est un jeune qui a envie de percer, qui a envie d'être... voilà, qui suit ses instincts, qui est hyper cynique, qui veut arriver à ses fins, qui dès le début commet un meurtre, et voilà, il vit avec une tenancière de bordel, et il va graviter dans un univers où on a ses pensées, où on voit ses réflexions, et il est prêt à tout, à voler, à tuer, à manipuler pour arriver à ses fins. Il est sans foi ni loi, et c'est d'un cynisme terrible. Voilà, c'est noir de chez noir. C'est très bien dessiné, avec des couleurs très différentes. J'ai pas mal de jeux de couleurs.
Et Isler, voilà, il aime bien ce genre d'ambiance, on va dire. Et voilà. Ça a eu du succès, ce roman, au départ, de Simenon, parce que vraiment, c'était vraiment très, très noir et sombre. Moi, je l'ai bien aimé. La neige était sale. Ensuite, j'ai l'habitude de vous montrer les parutions de Sedmag Édition, pour ceux qui aiment, voilà, un petit peu aller dans la confection des BD, voir un peu l'envers du décor. Là, on a une édition en noir et blanc et storyboard de 7 voleurs, de David Chauvel et Jérôme Le Reculé. Et voilà, ces éditions sont toujours très sympas parce qu'elles sont numérotées, signées par les auteurs, et vous avez alors des fois des interviews, des making-of un peu des livres. Et là, vous avez la version en noir et blanc de 7 voleurs. Donc voilà, c'est toujours très beau noir et blanc, très joli, cette histoire de fantasy avec des voleurs qui vont s'allier. C'était une collection, il y avait pas mal de collections dans 7, et il y avait 7 psychopathes, voilà, il y a eu pas mal de titres. Et là, c'était les voleurs. Et vous avez un storyboard complet à la fin pour voir justement comment ça se goupille une BD. C'est toujours intéressant. Et donc, voilà, vous avez pas mal de qualités dans ces éditions Sedmag, et si vous êtes passionné par certains, alors il y a Alix Senator, il y avait sur les 5 terres, il y a sur Volodrine, pas mal de parutions à venir, déjà parues chez Sedmag. Ensuite, une BD assez étonnante, Le Grand Lard de Jean Crémer, chez Glénat. Alors, c'est un one-shot. Au début, on se dit, ouais, ça fait un peu un dessin un peu jeune, un peu enfantin. On a une jeune fille qui part sur une barque. Elle est en pleurs parce que ses parents lui disent: allez, tu vas partir dans cette barque, mais elle ne veut pas y aller. En plus, il y a une tempête qui se lève. On se dit, ils sont un peu inconscients, les parents. Elle a une prothèse que son père lui a fait au bras, donc elle est un petit peu handicapée. Et tout de suite, on se dit, bah, elle se retrouve avec d'autres enfants dans la tempête. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans cette pauvre barque avec 3 provisions et la tempête qui sème? Et tout de suite, un bateau conduit par d'autres jeunes enfants mis à l'eau va écraser certains qui vont mourir, et là on se dit on bascule tout de suite dans autre chose qu'un roman mignon, gentil jeunesse. Et effectivement, eh bien, sans explication, voilà, une espèce d'allégorie du passage à l'âge adulte pour ces adolescents qui sont poussés sur le grand large, sur la mer, et qui doivent s'en sortir, survivre. Certains ne vont pas y arriver. Et du coup, eh bien, cette jeune fille va essayer de survivre comme elle peut et se faire des alliés, dont un jeune garçon muet, faire des alliés et trouver une vieille dame au détour, voilà, qui vit un peu dans cet univers, on se croirait presque dans du post-apocalyptique. Tout est un peu détruit, il faut penser à Waterworld, puisqu'il y a des rafleurs qui sont sur cet océan, qui vont essayer de les enlever, de les attaquer. Et voilà, ce trio va essayer de survivre comme il peut au milieu de ces personnages divers et variés. Il y a des moments d'émotion, il y a de l'action, c'est un one-shot, il y a 240 pages, pas vraiment d'explication, à nous de trouver un peu les significations de cette histoire de survie sur la mer. Ensuite, du comics Berserker tome 3 chez Delcourt, le comics de Keanu Reeves avec Mankind, Ron Garney et Big Crabtree. On en est déjà au 3e tome, on pensait que c'était le final, et non, c'est pas le final, puisqu'à la fin, on se retrouve avec une fin de cycle. Notre guerrier, qui est un peu le Highlander, qui traverse les âges et qui est immortel, qui est la réincarnation d'un dieu qui s'appelle Unut, prend une forme, puisque les militaires font des expériences sur lui pour le pousser à bout, pour le faire complètement disjoncté, pour voir jusqu'où il peut aller. Et ces militaires veulent créer des soldats à son image. Il y a aussi une secte qui essaye de mettre la main sur lui, qui le vénère. Et donc ce pauvre Unut va essayer de s'en sortir, avec ce coup-ci un peu moins de flashback, un peu plus de baston de notre temps, et puis un personnage féminin qui prend de l'ampleur. On se dit, bon, peut-être qu'il fasse trop durer. Moi, j'avais beaucoup aimé les premiers tomes. Là, il faudrait peut-être pas faire durer trop longtemps, s'ils repartent sur un autre cycle. Moi, j'aurais bien fini sur ce 3e tome, mais voilà, comment ils vont continuer. La fin, effectivement, est très ouverte et montre de nouvelles possibilités dans Berserker. J'espère qu'ils sauront bien rebondir sur un 4e tome. Chez donc Delcourt. Ensuite, on est encore une fois chez Air Libre. On a droit à 2 sorties chez Air Libre. C'est un super label. Là, ce coup-ci, c'est Grégoire Carl qui fait Le Lierre et l'Araignée.
Et le lierre et l'araignée, ça va nous parler d'une histoire très personnelle, puisque on parle du grand-père de Grégoire Carle et de voilà, toute son enfance. Un très 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 beau dessin entre aquarelles qui fait penser un peu à des okusai japonais. C'est très très joli, très très beau dessin, très fin. Et en fait, ça me fait penser un peu entre la nature et l'horreur de la guerre, ce qui m'a fait penser la ligne rouge de Terrence Malick, avec des plans sur des animaux, des couchers de soleil, la nature très présente, une voix off, et puis l'horreur de l'occupation allemande en 40 de l'Alsace et de tout ce que ça a pu faire, et de la résistance du coup du grand-père de ce garçon qui va vraiment avoir un courage incroyable puisqu'il va se jeter corps et âme dans la résistance en trouvant avec un groupe de jeunes gens comme lui des explosifs, et ils vont mener la vie dure aux Allemands. Ça va pas bien se finir, il y en a qui seront déportés, tués, emprisonnés, torturés. Et donc voilà, c'est super, en plus hyper bien documenté sur toute cette période de l'Est, nord-est de la France. Voilà, vraiment c'est passionnant et on voit que l'auteur maîtrise complètement son sujet, les dessins sont très beaux. Donc voilà, très intéressant sur la guerre de 40, le lierre et l'araignée chez Air Libre. On arrive, encore quelques BD à vous présenter, avec un ovni. Un ovni, c'est tout blanc, on ne voit pas, mais si on regarde vraiment, on voit Deep Hit de Marc-Antoine Mathieu, habitué des BD assez particulières et qui secouent un peu les méninges, aux éditions Delcourt. Le premier tome, c'était Deep Me, il était tout noir, et à l'intérieur, on avait que du noir quasiment, avec des petits textes, de temps en temps, blanc. C'est vraiment un objet abstrait et particulier. Pendant des pages et des pages, on se demandait mais où est-ce qu'il veut en venir, Marc-Antoine Mathieu. Et en fait, nous avons affaire à une histoire comment résumer ça? Intelligence un peu artificielle, puisque l'humanité est détruite et on a conservé au sein d'une intelligence artificielle tous les souvenirs de l'humanité se retrouve sous la calotte glaciaire dans une espèce de bulle robotisée, dans l'espoir qu'il puisse refaire partir la vie sur Terre, et on ne sait pas combien d'années, de centaines d'années, de milliers d'années, peut-être plus, se sont déroulées depuis qu'il est là, mais tout a disparu, et ces sondes, on va dire, essayent de trouver un endroit pour faire repartir la vie. C'est en fait un prétexte aussi pour parler de métaphysique, voilà, des pensées de cette intelligence non humaine qui a des souvenirs, qui voit des formes, de faire aussi des jeux avec de la lumière, vraiment des petites taches noires, blanches, des couleurs, vraiment pas de couleurs, très simples à chaque fois, et de faire des digressions sur l'intelligence, l'humanité, la mort, voilà, plein de choses assez philosophiques, métaphysiques, et du coup, voilà, ça joue vraiment sur des petits détails, des petites formes, et peut-être que la couleur, qui surgit un petit peu à la fin de ce tome, va peut-être surgir dans un troisième tome. Voilà, c'est un ovni, c'est très particulier, c'est pour ceux vraiment qui aiment se creuser les méninges, qui aiment jouer un peu avec la BD, qui aiment sortir des sentiers battus, qui veulent voir quelque chose de complètement différent, d'être un peu déboussolé. C'est sûr que ça ne plaira pas à tout le monde, mais voilà. Donc on arrive aux BD les plus intéressantes de ce mois, les meilleures pour moi. Le Brigantus de Herman et Yves H. chez Le Lombard, tome 1, Le Banni. C'est une histoire en 2 tomes qui va sortir. Un péplum sanglant, vous voyez. Brigantus, on se retrouve en 84 après Jésus-Christ. Une légion romaine s'enfonce dans les brumes du nord de l'Écosse. Ils vont avoir affaire à des bandes de sauvages, des Pictes, je pense. Et donc, on a un dessin, voilà, de cette légion romaine. On voit bien le brouillard. On est bien dans l'ambiance. Les dessins d'Herman, ils sont superbes. J'aime beaucoup. C'est vraiment très, 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 très beau. Et cette légion romaine
va se retrouver, où il y a ce Brigantus à l'intérieur qui est un peu très costaud, très fort, un peu genre Quasimodo, un peu difforme. Ils le prennent pour il est un peu repoussé par sa légion, mais c'est un grand combattant. Et quand au détour de Brouillard, ouais, on voit bien cette ambiance très particulière, les bandes de tribus vont attaquer, eh bien, ça va être lui qui va réussir un petit peu à s'en sortir, et avec quelques justes légionnaires, ils vont essayer de survivre au milieu de ces landes dangereuses et désolées, et voilà, essayer de survivre alors qu'ils ne s'entendent pas du tout entre eux. Donc c'est très sympa. Seul petit détail qui m'a un peu gêné, c'est que l'auteur finalement signe chaque planche de son nom en haut à gauche, et finalement ça enlève un peu d'immersion. C'est un peu trop voyant à chaque fois. Ça m'a un petit peu gêné. Je me suis vraiment pinaillé. Et voilà, on attend avec impatience ce deuxième tome de Brigantus. Et la BD du mois, eh bien la BD du mois, c'est Torgal. Torgal chez Le Lombard, dans la veine des Torgal Saga. J'avais déjà beaucoup aimé Adieu à Aricia. Là, on a une nouvelle équipe, Corentin Rouge et Fred Duval, qui s'y collent. Et encore une fois, on a un beau et gros tome. Il y a plus de 115 pages. Donc vous voyez déjà, c'est une bonne BD, c'est un one-shot dans l'univers de Torgal. On se retrouve après la visite au pays K, sur la route du retour. Ils vont aller en Amérique du Sud et ils vont se retrouver, semi-Amérique du Sud, on va dire, de légende. Ils vont se retrouver face au Wendigo, une créature surnaturelle gigantesque. Et donc, avec Jolan et Aricia, ils vont essayer de survivre au milieu de ces Indiens, voilà, qui sont déjà les uns et les autres des tribus qui se battent entre elles. Eh bien, Torgal va devoir mener la mission difficile pour sauver les siens, de tuer le Wendigo, donc une chasse à la créature géante accompagnée d'Indiens dans des beaux paysages. Voilà, ça déjà, le pitch est sympa, les couleurs sont très belles, les dessins sont très très bien, franchement c'est de la super BD, riche, et on a plaisir à voir toutes ces créatures et ces dessins. Franchement, c'est une super production. Vous voyez, c'est magnifique quand même. Et c'est bien une belle BD du mois. La collection doit continuer avec un prochain tome qui s'appellera Shaigan de Yann et Surzenko. Donc, espérons que ce sera aussi bon la suite, mais ça, vraiment, j'ai trouvé que c'était vraiment excellent, ce Torgal. Et puisqu'on on parle de Torgal, j'en profite, j'en avais déjà parlé dans mon bilan, mais pour vous dire que chez Hachette, il y a toujours cette série dont on peut s'abonner, de Torgal, la collection Torgal, des rééditions de tous les aventures de Torgal, avec une belle édition qui va faire une frise. Voilà, il y a beaucoup de tomes, donc forcément c'est un investissement. Mais ce qui est sympa, c'est que on a une nouvelle édition de Torgal, avec on reçoit tous les mois. Et puis cette édition est plutôt pas mal du tout. C'est des classiques, et à la fin de chaque tome, on a, suivant l'année, l'évolution. Là, c'est 1981. Une petite voilà, des articles sur Torgal et ses personnages et son univers. Donc voilà, c'est une belle édition, c'est sympa, ça fera quand même pas mal de titres. Il y aura tout ça de sorties dans la collection Torgal. Voilà, ça c'est pas mal du tout. Pour l'instant, il y a ça de sortie, 4 ou 5 tomes. Allez, maintenant on va faire le tirage au sort de la bête. Alors attention, je ne fais pas faire de bêtises. Tac. Donc, pour vous faire gagner ce tome 1, Beau et Tom, j'aime beaucoup, de Zidrou et Franck P. C'est une histoire en 2 tomes, La Bête, qui fait partie des meilleurs BD de l'année dernière. Le tome 2 a été parmi la sélection des meilleurs BD, et donc je vous conseille vraiment cette BD. Et vous avez été nombreux à participer, donc voilà le chapeau, j'ai les noms à l'intérieur, je vais touiller ça. Donc le vainqueur, il faudra juste qu'il m'envoie un petit message. On passe un peu la caméra. Un petit message pour que je lui envoie cette BD par la poste. Donc je ne triche pas, je regarde pas, je touille, je prends un nom, et c'est Léa Taunoir qui gagne la bête. Voilà, Léa Taunoir,
ben, tu m'envoies un petit mail avec ton adresse et je t'enverrai cette BD par la poste. Voilà, concernant le concours Monica pour gagner le Fauve d'or d'Angoulême que je vous ai présenté dans cette sélection, eh bien, vous mettez un petit commentaire au bas de cette vidéo euh, pour me dire que vous participez entre autres à ce concours. Voilà, je ferai le tirage au sort bientôt. Voilà, donc un beau et gros mois avec plein de super BD, j'espère que vous avez adoré. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires les BD que vous avez préférées et puis celles que vous allez peut-être acheter. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur Contre Pop Culture. Merci, au revoir.